Evil Dead fait partie de ces rares films qui nous font oublier que vous êtes un écran. Comme vous l'avez sans doute remarqué, mon micro a commencé à avoir quelques soucis, donc je suis allé chercher l'ancien. Il se passe des choses un peu étranges par ici, je trouve. Mais on va pas se laisser distraire pour si peu, alors reprenons. Evil Dead fait partie de ces rares films qui vous font oublier que vous êtes devant un écran et qui vous plongent instantanément dans son monde. Evil Dead fait partie de ces rares films qui vous font comprendre ce qu'est la vraie magie du cinéma. Pour vous montrer à quel point la mise en scène de ce film est riche, j'ai décidé pour cette critique de me revisionner le film en entier. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la mise en scène, de faire pause pour ensuite prendre des notes. Et ben vous savez quoi ? Je n'ai jamais pu voir plus de 5 à 10 secondes du film sans devoir mettre pause. Juste pour vous dire à quel point ce film est titanesque. Chaque plan propose quelque chose d'intéressant. Pour commencer, que serait un film d'horreur sans une bonne dose de frayeur ? Attaquons tout de suite un de ces points dans lequel Evil Dead excelle, avec quelques exemples à la clé. Écoutez bien ce qui va suivre, car c'est un point crucial qui explique pourquoi, 40 ans après, si on regarde le film dans des conditions évidemment optimales, il vous fera encore frissonner et sursauter comme peu de films l'ont fait avant et après lui. Mais donc comment un film si ancien réussit-il encore à nous effrayer ? Eh ben c'est tout simple, c'est en grande partie grâce à la mise en scène de Sam Raimi. Prenons par exemple la scène de Ash qui descend dans la cave juste après que la trappe se soit ouverte toute seule sous le regard apeuré de nos personnages. Bon, déjà, le lieu est plongé dans le noir et transpire le lieu hanté, ce qui pourrait, déjà, suffire à refiler un peu la chocotte. Et beaucoup de films d'horreur s'arrêteraient juste à ça. Mais pas Sam Raimi, pas Evil Dead. Juste avant cette scène, le réalisateur nous donne plusieurs informations assez glaçantes. La première est que depuis le début du film, on sait qu'une entité hante les lieux. La deuxième est que la trappe vient tout juste de s'ouvrir sans que quiconque la touche. Donc ce qui l'a ouvert est encore actuellement dans la cave avec Ash. La troisième est que Scott vient de s'aventurer dans la cave et il a mystérieusement disparu. Une succession de couches mises en place par Sam Raimi pour que le spectateur soit totalement plongé dans la peur. Ensuite, une fois que Ash est dans la cave, la caméra va se mettre à tourner à 360 degrés. Ça a l'air de rien comme ça, mais l'idée derrière ce plan est géniale. Déjà parce qu'en faisant ainsi pivoter la caméra, forcément au moment où Ash quitte le champ, ce que la caméra voit devient subitement ce que voit le personnage. Nous avons donc une vue à la première personne, ce qui immerge le plus profondément le spectateur dans l'horreur, car à ce moment, ce n'est plus Ash qui est dans la cave, mais nous-mêmes. Ensuite, parce qu'avec cette rotation lente, on s'attend à avoir un gros jumpscare de famille survenir pour te faire hurler, juste avant de te faire taper ta meilleure crise cardiaque. Et finalement non, le plan se termine à nouveau sur Ash. Ensuite on change de plan et on continue à avancer dans ce cauchemar. Les plans se resserrent et nous sommes coincés avec Ash sans voir ce qui se trouve autour de lui, ce qui nous empêche de voir d'où peut venir le danger. Et nous avons des plans très resserrés, comme pour appuyer la gravité des actes qu'est en train de commettre Ash, car le personnage est sans doute en train d'avancer vers la mort. La scène continue avec un plan penché, ce qui renforce la sensation que quelque chose ne va pas. La caméra soudainement prend un peu de recul et laisse entrevoir l'obscurité qui entoure Ash, et tous les lieux où peut survenir le fameux jumpscare. Juste avant de se resserrer sur lui et d'enfermer à nouveau le spectateur avec le personnage pour enfin faire survenir le coup du sursaut. Qui pour le coup ne provient pas d'un ennemi, mais juste de Scott qui fait le mariole. Mais contrairement à énormément de films d'horreur qui utilisent ce procédé du personnage stupide qui fait une blague ou de l'animal qui sort subitement d'un endroit, tout ça juste pour faire un peu peur et où toute l'attention tombe à plat, ce n'est pas le cas dans cette séquence d'Evil Dead. Déjà car à peine une seconde après l'apparition de ce taquin de Scott, il se met alors à rire d'une manière assez malaisante et on a l'impression de le voir comme possédé. Et le tout est appuyé par une lumière assez tranchante qui appuie les ombres et qui cache les yeux du personnage et le rendent que plus inhumain. Donc malgré le ridicule de la scène, on n'est pas forcément à l'aise. Sans compter qu'après on découvre le fameux livre des morts, le livre maudit. On sent à ce moment que le jumpscare avec Scott, sa petite blague, n'était que la partie sympathique du film, et que maintenant on va plonger réellement dans l'horreur. Oui, j'ai dit partie sympathique du film, alors que la tension était déjà bien élevée. Ce qui va mettre justement une tension supplémentaire au spectateur, qui va se dire que si la blague était déjà vraiment effrayante, alors qu'est-ce qui va se passer quand l'horreur va débuter ? How can we possibly have the slightest idea of what to expect? Vous avez sans doute remarqué que j'ai parlé à plusieurs reprises des espaces qui laissaient supposer par où pouvait arriver la menace et ainsi faire sursauter le spectateur. Il faut savoir que les espaces durant les scènes de tension avec un jumpscare dans un film d'horreur est primordial. Et malheureusement, bien trop souvent, c'est raté. Car je ne compte plus le nombre de films d'épouvante que j'ai pu voir et où, à chaque scène, je pouvais prédire à l'avance d'où allait arriver la menace et donc grandement annihiler l'effet du fameux jumpscare. Prenons par exemple Conjuring 2. Il y a cette scène où une jeune fille est enfermée dans une chambre et un fantôme s'apprête à l'attaquer. On peut voir que le personnage est collé à gauche de l'écran et au premier plan. Donc nos yeux sont rivés sur ce qui se passe à droite, vu qu'il n'y a aucunement la place pour qu'une menace survienne sur la gauche. Ensuite, la caméra se met à reculer
et laisse le personnage au centre du plan. Et là, on voit quoi ? Il y a de la lumière bien partout comme il faut, excepté à droite du cadre qui est plongé dans l'obscurité. Non mais à ce compte-là, mettez carrément des panneaux qui indiquent d'où le fantôme va surgir, ça reviendra au même. Bah ça alors, je m'y attendais pas. Non mais quelle erreur ! Surtout que juste avant que la caméra se mette à reculer, on était de toute manière déjà attiré par ce qui se passait à droite. Donc vraiment tout, du début à la fin, nous dit de regarder à droite. Et forcément, quand on sait d'où vient la menace, la surprise est quand même bien moins grande. C'est totalement l'opposé de ce plan vraiment chouette du film Hérédité, où la menace est cachée dans le plan et rien n'indique où regarder. Donc forcément, quand on se met à voir la menace, on ressent comme un choc, tant on ne s'attendait pas à la voir à cet endroit-là. Un plan qui n'a pas besoin de jumpscare pour marquer le spectateur. Avec cette image, toute simple, glaçante, elle synthétise à elle seule notre peur de l'obscurité et de ce qui pourrait s'y cacher. Tout ça pour dire que l'espace et comment on le gère est un élément essentiel pour qu'une scène d'angoisse fonctionne. Et Evil Dead gère ces espaces à la perfection. Par exemple, nous avons cette séquence où Scott a entendu un bruit provenant d'une des chambres et il va voir ce qui se passe. Il tombe alors sur cette fenêtre brisée et se rend compte que le personnage qui occupait auparavant cette chambre vient de disparaître. La scène de tension commence. Et regardez d'où peut venir la menace. De partout. On pourrait se dire que comme Scott va en direction du rideau, quelque chose va en sortir. Ou alors que c'est bien trop évident, donc que la menace va sans doute provenir de la fenêtre qui donne sur les ténèbres brumeux. Mais la fenêtre, c'est peut-être un peu trop classique, donc pourquoi pas par derrière, ou alors par le haut. Et ainsi, le spectateur va se retrouver dans l'incapacité de deviner ce qui va suivre, ce qui renforce sa peur devant le film, car il ne contrôle plus rien. Le film joue totalement avec lui. Tout cela va être présent pour chaque scène de tension précédant un jumpscare dans Evil Dead. Et en plus d'augmenter la peur chez le public qui est à son premier visionnage, le film réussit le tour de force de plonger dans le doute les personnes ayant déjà vu le long métrage. Car même en sachant d'avance d'où va venir la menace, votre regard verra tant d'espace d'où elle pourrait provenir que vous serez souvent épris d'un doute et vous vous demanderez si vos souvenirs vous jouent pas des tours. J'ai d'ailleurs envie de vous parler du jumpscare le plus iconique d'Evil Dead. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas se gâcher cette fameuse scène et qui ne veulent rien savoir sur la fin, allez à ce moment précis de la vidéo. À la fin du film, nous avons Ash qui se retrouve seul dans la cabane. Il est en train de se barricader car, à notre connaissance, ses amis possédés sont à l'extérieur. Nous avons ce plan d'ensemble assez proche du sol qui nous montre un énorme vide. Comme pour la scène précédente, on pourrait se dire que c'est pour qu'on ne sache pas d'où va venir la menace. Or Ash se déplace à gauche pour aller chercher un meuble, puis retourne à droite. Ainsi, il occupe à chaque fois une place dans le plan. Donc forcément, on se dit que si un plan aussi large est vide, c'est simplement pour voir Ash se déplacer de gauche à droite. Ce ne sont pas des espaces qui sont là pour nous faire douter sur la provenance d'un potentiel jumpscare. Surtout que là où s'arrête Ash, et sachant que la maison est vide, il ne risque plus rien. Puis soudainement, voilà ce qui arrive. Notre bon vieux Scotty, qui était là depuis de belles lurettes, mais qu'on a totalement oublié vu que ça fait plus de 20 minutes que le film se concentre sur le démon de Linda et Cheryl. Et qui en plus d'être totalement imprévisible, te vient totalement contre, en face de l'écran, au plus près du spectateur. Car contrairement à énormément de jumpscares présents dans le cinéma horrifique, qui vous sautent littéralement au visage sans aucune raison valable, et sans sens par rapport à l'histoire, l'action de notre cher Scott démoniaque durant cette scène est totalement logique. Il avait été mis KO à cet endroit précis, et maintenant il se réveille. Donc ce jumpscare est logique, et très bien pensé. Mais il n'y a pas que durant les scènes où l'on attend un jumpscare que la mise en scène excelle. À un moment donné, Ash se met à perdre totalement la tête au vu des événements. Ce qui est compréhensible, je pense. Et Sam Raimi va nous faire ressentir la folie grandissante du personnage à travers d'innombrables plans de caméra et de mouvements, comme dans cette scène où Ash sort de la cave et que le plan suivant est en biais. Pour ensuite avoir ce plan à l'envers qui vient s'écraser sur le visage du personnage, s'ensuit des gros plans qui déforment le visage du héros, et pour finir, la caméra se déchaîne, tout comme les événements. Comment ne pas se sentir mal à l'aise et totalement dans la peau du personnage en voyant une mise en scène gérée avec une telle maestria? Sam Raimi nous propose aussi des plans iconiques et de toute beauté, comme ces plans de paysage où l'on voit le soleil se coucher ou ceux qui montrent la lune dominer la petite cabane esselée. Plans qui me rappellent personnellement Sunrise, le drame magnifique de Murnau, réalisateur expressionniste allemand. Il y a ces plans dans le cimetière qui deviennent, dès l'instant où vous posez les yeux dessus, iconiques, avec la foudre qui éclaire le ciel. Tout comme ce moment où l'orage se met à gronder au moment où les personnages écoutent le magnétophone. Il y a cette scène où l'on voit la voiture penchée d'un côté, puis les personnages penchés dans l'autre sens, ce qui n'a aucun sens et qui appuie justement le côté étrange de la scène. Des plans qui me font furieusement penser à des planches de comics underground, que Sam Raimi avait l'habitude de lire, je vous rappelle.
le réalisateur a vraiment réussi à retransmettre toute la fantasmagorie que pouvaient avoir justement ces cases de BD. Pas étonnant que pour la suite, il fut choisi pour réaliser Spider-Man. En bref, la mise en scène de Sam Raimi ne cesse de nous étonner tout du long du film et à faire plaisir aux amateurs d'œuvres underground qui ont une saveur unique que le jeune réalisateur arrive à retranscrire avec brio. Mise en scène aidée par une caméra qui par ailleurs est extrêmement volatile. Elle peut se faufiler n'importe où, comme s'il n'avait aucune contrainte physique. Elle n'a aucun mal à entrer dans la cheminée, l'horloge ou encore sous le plancher de la cabane. Mais celui que je préfère est celui où l'on voit un travelling qui suit Ash en plongée et qui passe devant les poutres du plafond qui vont une à une provoquer un bruit de vent comme si on passait à toute vitesse devant elle. Et dois-je vous rappeler que le regard du démon qui poursuit nos personnages se fait à travers la caméra. Elle est ce que le monstre voit, elle est aussi ce que nous voyons, renforçant la sensation d'observer les personnages avec le démon du film, et comme lui, on n'attend qu'une chose, les voir mourir. Car c'est ce que vous attendez quand vous allez voir un film d'horreur, voir des gens se faire tuer. Une mise en abîme que nous propose le film qui casse le quatrième mur de manière très subtile et qui met le spectateur dans la peau de l'entité qui les épie, tel un voyeur. Evil Dead s'assume d'ailleurs totalement comme un film. Les personnages sont clairement dans un univers filmique et existent qu'à travers ce dernier. Et vous, spectateurs, vous êtes témoins de tout leur malheur. Certains plans sont même là pour appuyer ce constat, comme celui où les personnages se penchent au-dessus de la trappe qui mène à la cave et qu'on les voit tous enfermés dans un cadre, tel un écran de cinéma. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez d'Andy Granger, le propriétaire des nombreuses salles de cinéma qui était le premier investisseur principal du film? Ce dernier avait demandé à Sam Raimi de faire un film si sanglant que la pellicule en serait inévitablement imbibée de sang. Ce passage où l'on voit Ash avec du sang qui coule sur un projecteur et qui projette par la suite de l'hémoglobine sur ce dernier est un hommage de Sam Raimi à Andy Granger, en référence à sa demande particulière. Une anecdote supplémentaire à mettre dans votre besace de cinéphile. Le décor vient lui aussi renforcer énormément la mise en scène de Sam Raimi. Ce dernier a un but bien précis, jouer avec la peur primaire du public. Comme on l'a dit, il y a la vieille cabane qui n'a l'allure de lieu très hanté. Il y a la forêt, filmée quasiment toujours de nuit. La forêt qui est un lieu naturellement peu rassurant, surtout dans le noir. Toute personne qui avait une cave chez lui durant son enfance a sans doute été traumatisée par cette pièce obscure et froide. Il y a aussi le cimetière qui représente la mort, une des plus grandes peurs, si ce n'est la plus grande peur de l'humanité. Et comment ne pas parler de cette brume qui se mélange à l'obscurité et qui cache ce qui se trouve au loin et qui hante tout le métrage et qui n'est autre que la manifestation physique du démon d'Evil Dead. Sam Raimi savait exactement ce qui angoissait le public et il s'en est servi habilement pour renforcer grandement l'angoisse que l'on pouvait ressentir devant son film. J'aime d'ailleurs particulièrement comment le réalisateur joue avec la peur du noir et ce qui se cache quand Cheryl est perdue dans la forêt, ou quand tous les autres personnages se réunissent autour de la trappe et penchent leur tête au-dessus du trou béant qui cache sans doute quelque chose prêt à les attraper. De même, quand Ash enterre un personnage possédé, il dépose le corps dans le trou qu'il vient de faire et reste un beau moment juste au-dessus, prêt à se faire attraper au cas où la personne qui l'a enterré reviendrait à la vie. Enfin voilà, je ne vais pas commencer à énumérer tous les plans qui jouent avec nos peurs primaires, sinon on serait là encore demain. Et je pense que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Et je vais terminer avec ce chapitre en parlant de l'atmosphère qui est assez folle. Le film a beau y aller à fond et ne pas prendre autant son temps que d'autres films bien plus contemplatifs, mais l'ambiance est là, aidée par cette pellicule granuleuse qui rajoute ce côté sale et presque maudit à l'image. Il y a également ce brouillard qui se faufile partout et qui embrume l'écran. Cette forêt, filmée en plein automne, froide et sans vie, plongée dans l'obscurité constante et peu rassurante. Et comment ne pas parler de cette cabane ancienne et poussiéreuse, et surtout authentique. Avec un tel environnement, on est tout de suite happé à l'intérieur du film jusqu'au générique. Et vous risquez même, après avoir éteint votre télé ou votre projecteur, d'être encore perdu dans ces bois obscurs. Je pense que je n'exagère rien en disant qu'Evil Dead fait partie de ces films si généreux qu'on en ressort totalement lessivé après l'énorme claque qu'on vient de se prendre dans la tronche. Et des films comme ça, c'est génial. Parce que je ne sais pas vous, mais pour moi, rien de plus horrible que de voir un film et de me dire à la fin de ce dernier « Tiens, il aurait fallu avoir plus de ça, plus de ci. » Ou alors, ils n'ont pas exploité ce concept à fond. Et malheureusement, 9 fois sur 10, quand je vois un film, ce sont un peu les choses que je ressens. Avec Evil Dead, il en est rien. Dans le cinéma, très peu peuvent se targuer d'aller autant à fond dans leur concept et de proposer autant de choses à leur public. Parce que oui, on sent que Sam Raimi et Bruce Campbell ont réfléchi à tout ce qui était possible de faire avec leur concept et ont essayé de mettre un maximum de choses au sein même de leur film, sans jamais frôler l'overdose. 23, c'est le nombre de moments que j'ai comptés comme moments totalement fous, ou imaginatifs, ou jouissifs, voire parfois tout ça à la fois.
Si on fait un calcul cinématographique, on est à 1h25 de film, donc 85 minutes de film. 85 divisé par 23, 23 moments géniaux. On arrive à un résultat de 3, et des bourrettes, qu'on arrondit à 3,5, ce qui donne un score d'environ 3 minutes et 30 secondes. Vous avez donc quelque chose de génial qui se déroule en moyenne toutes les 3 minutes 30 dans ce film de malade mental. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui la grosse majorité des films d'horreur à succès vous propose à peine une dizaine de choses mémorables sur parfois carrément 2 heures de film. Et encore, souvent c'est du repompé d'ailleurs, fait avec beaucoup moins de talent. Et donc beaucoup moins intéressant. Et, quand je sors le chiffre 10, je suis encore très gentil. Parce que souvent, on est plus à hauteur de 5 voire 3. Il y a même des films qui en proposent 0. 0. Et parfois, enfin souvent même, ce sont 5 à 10 petites idées peu mémorables qui n'exploitent rien et qui, pire encore, se répètent et qui ne servent qu'à faire passer le temps et qui essaient de vous tenir éveillé jusqu'au générique de fin. Mais regardons un peu de plus près toutes ces idées si géniales que l'on retrouve dans Evil Dead. Et pour ça, je vais devoir spoiler comme un cochon une grosse partie des événements du film et de son scénario. Donc, à nouveau, ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent rien savoir, rendez-vous à ce moment-là de la vidéo. Dans Evil Dead, c'est simple. Il n'y a pas une scène de meurtre qui se ressemble. À chaque fois, le film nous propose une nouvelle chose. À chaque fois, il va à fond dans ce qu'il propose. Et surtout, il n'hésite pas à en proposer encore et encore. Vous avez dans Evil Dead, sans doute, plus d'idées de meurtre et de scènes gore différentes que dans 10 autres films d'horreur réunis. Vous en voulez la preuve ? Regardons ensemble toutes les scènes jouissives et de meurtre que propose le film. Les griffures, le crayon dans la cheville de Linda, le rongeage de main, Shelly qui brûle, le sang qui gicle, du pu qui gicle, du sang qui gicle encore plus, visage gore, démembrement, transperçage du corps, grattage de peau jusqu'au sang, décapitation, plus sang qui gicle, corps qui veut copuler, oui. Il y a vraiment une scène où le corps de Linda décapité veut faire son affaire avec Ash, qui est en train de recevoir le sang de sa défunte petite amie en plein visage, l'audace. Coup de fusil en pleine poire, écrabouillage de main, maison qui saigne, crevage de yeux, morsure, désintégration. Est-ce que ça vous suffit ? En termes de générosité, les acteurs ne sont pas en reste, car même s'ils n'avaient aucune chance de gagner l'Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice en 1981 pour leur performance face à Robert De Niro ou Sissy Spacek, il faut avouer qu'ils font un super boulot et se donnent vraiment à fond, ce qui fait très vite oublier leur manque d'expérience. Déjà, Bruce Campbell, parlons-en, il est génial, en personnage totalement neuneux et qui subit les événements avant de devenir plus fort. Il joue à fond la carte du personnage typique des années 60, le héros qui se croit plus fort que tout et qui sait qu'il ne peut rien lui arriver, avec son petit sourire au coin des lèvres et sa coupe de cheveux toujours propre. Puis ensuite, le personnage sombre totalement dans la folie et la peur, car le film ne va plus jouer sur la caricature, mais va devenir réel. C'est alors que Campbell va user de sa capacité spéciale qui est de jouer énormément d'expressions faciales différentes. Le tout de façon exagérée, certes, mais c'est totalement voulu. Cette exagération fonctionne très bien avec ce que veut être le film, un divertissement jouissif, décalé, barré, drôle, tout comme horrifique. Nous avons ensuite Scott, le blond sportif à la blague lourde, qui est juste trop marrant. Certes, ses blagues sont nulles, mais c'est ce qui est énorme avec lui. Et contrairement à énormément de personnages du même genre, dans des films d'horreur, lui, au moins, tu n'as pas envie de le liquifier. Personnellement, il m'a toujours bien fait marrer. Nous avons aussi la pauvre Cheryl, qui s'en prend plein la poire. Enfin voilà, vous avez compris. Qui, personnellement, m'a bien fait de la peine durant tout le film. Et surtout, je trouve que l'actrice est géniale quand elle joue la possédée. Avec ses rires, sa gestuelle, elle a totalement compris ce qu'il fallait faire pour rendre son personnage possédé effrayant. Il y a Shelly qui est pour moi le personnage le plus oubliable du film, car malheureusement, elle n'a pas tant de temps d'écran que cela. Et le personnage n'est pas si marquant que ça. N'empêche que l'actrice arrive tout de même à bien faire ressortir le caractère bien trompé de son personnage et elle joue à merveille le personnage possédé. Et arrive ensuite Linda, que je garde pour la fin. Ah, Linda. Non mais regardez-moi ça. Sans oublier ce passage qui est tout simplement une des scènes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma selon moi. Je parle de ce moment où Ash n'en peut plus de Linda, sous sa forme démoniaque, et décide de la traîner dehors. Elle se met alors à se débattre et se contorsionner. C'est alors qu'on voit tous les muscles de son cou se contracter et la folie de son regard blanchâtre et sans vie. Linda est là en train de gesticuler sous la lumière éclatante qui ne dissimule rien. L'horreur est sous nos yeux, il est tangible, réel. Et en même temps, il est si irréel avec la disposition de la lumière et de cette image sale qui semble provenir tout droit d'un cauchemar. Un cauchemar qui aurait pris vie.
Non mais regardez-moi ce visage mutilé qui n'est autre que celui du grand amour de Ash, ce qui renforce énormément au côté glaçant de la scène. Si vous vous trouviez dans cette situation, à la place de Ash, la première chose que vous souhaiteriez, c'est de vous retrouver avec une personne que vous aimez et de confiance, dans le but de vous rendre plus fort et de vaincre votre peur. Car c'est bien connu, quand on a peur, être seul, c'est la pire des choses. Son grand amour et ses amis, même sa sœur, donc sa famille, sont là avec lui. Mais pourtant, Ash est bien seul. Voilà où réside une des grandes forces d'Evil Dead, dans son scénario et ce qu'il raconte. Car non, ce n'est pas juste un film d'horreur stupide. Le scénario est intelligemment bien pensé et nous propose moult rebondissements et renforce notre implication émotionnelle dans le film. Pour continuer avec Linda, nous avons de toute évidence sa relation avec Ash, qui nous est présentée avec autant de style que les anciens films romantiques américains des années 60. Scène qui sera d'ailleurs reprise plus tard dans le film, au moment où Ash enterre sa bien-aimée. Non mais quelle classe! J'adore quand on nous montre au début d'un film une scène toute simple, qui n'a l'air de rien, pour être réutilisée plus tard, mais dans un autre contexte, et qui va totalement changer en signification. C'est typiquement le genre d'élément qui souvent vous indique que vous êtes devant un grand film. Pour certains, ça pourrait n'être qu'un détail, et si vous faites partie de cela, je vous répondrai que ce sont les détails qui font toute la différence. D'ailleurs, dans cette scène, Linda, version possédée, est en train de jouer avec Ash, tout comme les autres possédés durant tout le film. Ce qui va donner lieu à des scènes terriblement intéressantes. Comme ce moment où Ash s'apprête à tuer Linda à coups de hache et qu'il se ravisse car cette dernière, qui, à ce moment du film, est possédée, retrouve sa forme normale. Imaginez-vous vous retrouver dans une telle situation, c'est juste terrible. Que faire? Tuer celle qu'on aime, qui essaie délibérément de nous tuer et annihiler toute possibilité de la sauver, sans savoir si c'est seulement possible au péril de notre vie et de notre âme. Ash se retrouve très vite confronté à un choix cornélien et le spectateur se retrouve plongé dans les mêmes questionnements en s'imaginant à sa place. Et tout ça fait partie d'un élément du film qui est très important, car il permet une excellente dynamique. Une des plus intéressantes et novatrices de genre et qui nous fait sortir du schéma classique du film d'horreur. L'ennemi se présente sous la forme des amis du personnage principal, et ça change tout. Il en va de même avec Cheryl qui appelle son frère depuis la cave pour qu'il la libère. Let me out of here. I'm all right now. I'm all right now, Ashley. Il devient clair que si Ash prenait le dessus, le démon trouvera de toute manière une faille pour le faire tomber. Quoi qu'il arrive, il est prisonnier et il a déjà perdu. C'est aussi pour cela que les possédés ne se jettent pas forcément sur lui tout de suite et à tout bout de champ. Ils savent que quoi qu'il arrive, ils vont gagner. Ce qui renforce encore plus l'aspect dérangeant du film. Ash n'est qu'un jouet, un personnage qu'on aime voir souffrir. Why are you torturing me like this? Why? Pour renforcer ce sentiment, nous avons dès le début du film l'horloge qui s'arrête net, comme pour nous dire que maintenant qu'il fait nuit, le jour ne se lèvera plus. Concept qui sera pleinement montré et exploité dans le deuxième film. Nous avons aussi dans le même ordre d'idées le pont qui est détruit et qui empêche nos personnages de s'enfuir. J'aime beaucoup aussi comment le film joue habilement avec les codes du genre. Mon exemple préféré est quand Cheryl demande à Ash de la ramener en ville. Son frère accepte et il se prépare pour se mettre en route, mais au moment où Ash essaie de mettre en marche la Oldsmobile, rien à faire, elle ne veut pas démarrer. Avec une mise en scène qui fait ressentir la présence maléfique pas loin cachée dans les fourrés, et en connaissant un peu les codes du genre, on se doute que la voiture ne va pas démarrer. Cheryl le dit elle-même, la chose dans les bois ne veut pas qu'il parte. On se dit qu'à partir de ce moment-là, tous les personnages vont comprendre ce qui cloche, et c'est à ce moment précis qu'on entend le ronronnement du moteur. Le film te fait croire que tout allait se dérouler comme dans les 500 autres films d'horreur que tu as déjà vus, mais finalement pas. Sam Raimi se moque aussi d'autres codes, comme durant la scène où la trappe s'ouvre brutalement, et que Cheryl dit que c'est sans doute un animal qui l'a ouvert. Ce qui n'a pas vraiment de sens, il faut l'avouer. L'excuse typique des personnages stupides dans les films d'épouvante pour que les personnages se rassurent et passent à autre chose le temps que l'ennemi principal, le tueur, commence son petit massacre tranquillou. Mais cette phrase, plus que classique, ne va pas échapper à notre cher Scott qui va en profiter pour en rire. The stupidest thing I ever heard of. Scott, qui droit derrière, va se rendre dans la cave en sortant cela. Back in a minute.
Ce qui, dans les films d'horreur, veut dire que tu vas juste mourir. Pourtant, il ne lui arrive rien. Encore une fois, Sam Raimi joue avec les codes. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais à force de jouer ainsi avec les codes du genre tout du long du film, même le spectateur aguerri et expert en cinéma d'horreur se retrouve totalement perdu et ne pourra pas deviner ce qui va suivre, le mettant dans la même position que le spectateur lambda. Et surtout, ça permet d'explorer de nouvelles choses dans le genre, ce qui est fort intéressant. Même le traitement de Ash, le personnage principal du film, est original, car au début, il n'est pas du tout présenté comme le héros de l'histoire. Dès les premiers événements, il va se montrer peureux. Il va même être au bord de l'abandon quand Scott découpe sa copine en petits morceaux. Non mais cette scène... Car contrairement à lui, Scott entreprend tout. Il entre en premier dans la cave, c'est le premier personnage à frapper un possédé. Il est également le premier personnage à en tuer un. Scott entreprend là où Ash subit. Ce n'est qu'une fois seul que Ash va petit à petit réussir à trouver le courage au fond de lui pour avancer et finir en grand héros qui va défoncer du démon. Ce qui rajoute une excellente évolution du personnage qui plus est. Et ce qui fait penser aussi au personnage d'Ellen Ripley dans le film Alien de 1979, qui était présenté quasiment de la même manière comme un personnage secondaire pour par la suite surprendre tout le monde en donnant le personnage principal. À l'exception du fait que Ripley était, dès le début du film, déjà présentée comme une femme forte avec un sacré caractère, ce qui n'est pas vraiment le cas de Ash. Oui, il semble sûr de lui et dragueur, mais dès que l'action débute, il n'est plus là. Comme le film de Ridley Scott est sorti plusieurs mois avant le début du tournage d'Evil Dead, il est fort possible que Sam Raimi se soit inspiré du schéma d'évolution de Ripley pour le personnage d'Ash Williams. Mais je n'ai personnellement rien trouvé sur ce sujet pour pouvoir l'affirmer. Pour terminer avec le scénario, j'adore avec quelle facilité a Sam Raimi pour réussir à nous expliquer tous les codes de son film. Tout cela via une bande lue par un magnétophone sur laquelle est enregistrée la voix du professeur Raymond Knowby, qui va expliquer au spectateur, tout comme au personnage, les règles du film. En moins de 2 minutes, tout est expliqué et tout est clair. Après 35 minutes de film, Ash écoute à nouveau le magnétophone où l'on apprend, entre autres, que le seul moyen de venir à bout des possédés est le démembrement. Ce qui explique cette scène. Tous des éléments qui seront présentés plus tard dans le film, mais qui sont acceptés même par les plus sceptiques, vu que les règles ont été clairement explosées précédemment. Règles qui ne seront jamais bafouées et toujours respectées, ce qui, encore une fois, fait un bien fou. Je ne compte plus le nombre de films où on te donne une règle et qu'on la détruit 5 minutes après, juste pour arranger le scénario. Ce qui est aussi extrêmement plaisant et qui donne encore un point supplémentaire à Evil Dead, c'est que Raimi croit à 100% à son histoire. À aucun moment, il va se mettre à douter et décrédibiliser ce qu'il raconte avec des vannes ridicules qui désamorcent l'horreur qui se déroule sous nos yeux. Et cela même alors qu'il utilise de temps à autre de l'humour dans son film. Ici, le jeune réalisateur respecte son histoire tout comme son public, et il y va à fond tout en sachant qu'il a toutes les clés en main pour faire croire à ce qu'il raconte, malgré l'aspect totalement disjoncté des événements et le brisage de ton qui survient de temps à autre, avec des éléments comiques, mais qui font partie intégrale de son film, qui sont là pour le nourrir, et à aucun moment ce qui fait rire ne va venir décribiliser l'histoire. Et surtout, l'humour ne va pas venir vous sauter au visage. Beaucoup de passages qui m'ont personnellement fait beaucoup rire pourraient passer totalement inaperçus aux yeux d'autres personnes. Car on reste tout de même dans un contexte horrifique avant tout. N'oublie pas ce qu'avait dit Bruce Campbell, plus c'est sanglant, plus on rit. C'était aussi le but de Sam Raimi, élevé au cartoon, de faire rire le spectateur, mais sans le faire sortir du film malgré tout, et surtout, tout en gardant l'aspect horrifique du film. En gros, un travail d'équilibriste très compliqué à faire. Beaucoup de scénaristes professionnels s'y sont essayés, beaucoup s'y sont cassés les dents. Sam Raimi, lui, tout en étant amateur, a réussi cet exploit. Encore une fois, comment ne pas être admiratif ? J'aimerais terminer ce chapitre en faisant une petite mention spéciale à l'apparition du tout premier possédé. Dans cette scène où Linda et Shelly font un jeu de voyance et que Linda répond totalement à côté de la plaque, soudainement on entend une voix qui se met à trouver toutes les cartes secrètes les unes après les autres. 4 of hearts, 8 of spades. La tension monte, puis on découvre Cheryl possédée. Je trouve que c'est extrêmement habile d'avoir utilisé un jeu de voyance pour dévoiler le premier personnage possédé, car de toute évidence, quand Shelly découvre que la voix démoniaque a raison, une carte après l'autre, on se dit tout de suite que quelque chose cloche, et que ce qui se passe est surnaturel. Et plus la voix trouve des cartes cachées, plus on y recèle une certaine colère. On sent la peur monter soudainement. Pour moi, c'est une scène qui fonctionne à merveille, du grand art.
Depuis le début, je dis que le film enchaîne les scènes plus géniales les unes que les autres. Et forcément, une question doit alors être posée quand l'on entend ce genre de choses. Est-ce qu'un trop-plein, ça ferait pas un peu trop-plein justement? En clair, est-ce que avec Evil Dead, on ne frôlerait pas l'indigestion? Et c'est là qu'intervient le rythme du film, qui est juste magistral. Car malgré son lot de surenchère, le film sait exactement quand s'arrêter et quand faire une pause. Et combien de temps cette pause doit durer pour que le spectateur puisse reprendre son souffle. Et le temps qu'elle ne doit pas dépasser pour ne pas laisser le spectateur prendre trop son aise et ne plus être effrayé. Et cela en changeant évidemment la cadence selon où l'on se trouve durant le film. Par exemple, au début du long métrage, nous aurons bien plus de scènes calmes, avec moins de scènes horrifiques ou angoissantes. Et plus on va avancer, plus les moments de calme vont être réduits, et plus les moments horrifiques et angoissants vont être prolongés et intensifiés. Jusqu'au bouquet final où une longue pause prendra place, le calme avant la tempête, avant d'envoyer la sauce. Finalement, le découpage et l'emplacement de telles scènes plus calmes et de telles scènes bien plus rythmées au sein du film est semblable à une partition de musique. Il faut savoir trouver la bonne mélodie, donc dans notre cas le bon rythme, pour que tout s'enchaîne à merveille. Comme vous le savez maintenant, Evil Dead est un film totalement fauché. Il a donc fallu trouver des solutions pour que le public croie à ce qu'il avait devant les yeux. Or, pour ce faire, plusieurs problèmes se confrontent à l'équipe de tournage. Comment rendre crédibles certaines scènes d'action sans dépenser d'argent? Comment filmer de nuit? Car oui, vous le savez, Evil Dead se déroule quasiment exclusivement de nuit. Alors une bonne partie du film se passe dans la cabane, qui est très bien éclairée, mais il y a quand même une bonne partie des scènes qui sont à l'extérieur, au beau milieu de la forêt. Il faut savoir que même les caméras professionnelles de l'époque avaient de la peine à filmer de nuit. Alors laissez tomber avec la caméra que possédait Rémi durant le tournage d'Evil Dead. Une solution toute simple fut trouvée pour pallier à ce problème, mais il fallait y penser. C'était tout simplement d'en avoir strictement rien à faire de la cohérence au niveau de la lumière, et de faire un peu comme ça les arrangeait. Je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, ici ou ici, la lumière provient de nulle part. Alors le film justifie ça avec le fait qu'il y a la pleine lune, donc c'est sans doute elle qui propose ce genre de lumière blanchâtre. Mais là, on a clairement affaire à des lumières artificielles qui me font plus penser à des éclairages de studio qu'à la lumière de la lune. Éclairage que l'on voit même parfois dans des plans. Comme par exemple ici, ou ici. Et ils y sont allés tellement à fond que ça se remarque à peine durant le visionnage du film. Plus c'est gros, plus ça passe. Et finalement, ce n'est même pas si grave vu que visuellement, ça correspond totalement au style comics qu'a insufflé Sam Raimi à son film. Pour les scènes d'action, énormément de séquences se jouent au montage. Par exemple, vous avez entendu ? Bah quoi? On n'est jamais trop prudent? Reprenons. Pour les scènes d'action, énormément de séquences se sont jouées au montage. Par exemple, ici nous avons deux plans stables qui montrent deux actions successives, relativement simples, et qui l'une sur l'autre feraient un peu mou. Une fois découpées et mises ensemble, on obtient le rythme de la scène qui fonctionne très bien. Sam Raimi et son équipe ont vraiment réussi à faire beaucoup avec rien. Enfin, je dis rien, mais en vrai, ils ont utilisé quelque chose de très important dans le cinéma et l'art en règle générale. L'imagination. C'est ça la magie du cinéma. Réussir à te faire croire tout et n'importe quoi, et cela, même sans un gros budget. Tout ce qu'il vous faudra, c'est une bonne dose d'imagination. Et encore une fois, Evil Dead est la quintessence de cette idée. Malgré que l'horreur est un de mes genres de prédilection, que ce soit au cinéma, en littérature ou autre, il faut avouer que bien souvent, dans les films d'horreur ou autres, ce qu'ils proposent est totalement bidon. Et tout n'est que prétexte pour voir des personnages eux aussi très creux et sans intérêt se faire trucider un par un. Alors même si dans Evil Dead on n'est pas dans une tragédie profonde et complexe, telle une pièce de Shakespeare, nous avons quand même une belle application sur la construction de l'histoire. Par exemple, les protagonistes entretiennent tous au minimum une relation forte avec un autre personnage. Scott est en couple avec Shelly, Ash est en couple avec Linda. Quant à Cheryl, le seul personnage célibataire du film, elle est la sœur de Ash. Voir des personnages qui ont des liens très forts entre eux permet d'ajouter énormément d'impact lors des scènes horrifiques où un personnage est possédé et que sa compagne ou son compagnon doit le découper en rondelles. Forcément, c'est bien plus impactant que si entre eux ils n'étaient qu'une bande d'inconnus, sans compter qu'ils sont tous amis, ce qui rajoute encore un lien supplémentaire qui unit tous les personnages ensemble. Autre détail fort sympathique, Ash, le personnage principal du film, est celui qui détient le plus de relations. Linda est sa petite amie, Cheryl est sa sœur, et Scott son meilleur ami. Ce n'est sans doute pas un hasard vu que c'est le personnage à travers lequel le spectateur va vivre le film, et donc, en le faisant le plus souffrir, le public n'en sera que plus impacté.
Nous avons également une superbe mise en place des éléments et on ne se perd jamais dans le superflu. Par exemple, au moment où les 5 amis s'arrêtent à la cabane, nous avons un plan fixe sur le chemin qui se perd dans la forêt, la voiture arrive sur la gauche à travers une ouverture dans le plan, la voiture avance sur le chemin, la caméra la suit, l'ouverture par où est arrivée la voiture a disparu, et les 5 amis sont maintenant encerclés par les arbres. Plus ils avancent, plus on sent qu'ils sont prisonniers de ce lieu. Puis nous arrivons à la fameuse cabane avec son banc balançoire qui frappe contre un mur en bois. En quelques secondes, nous comprenons que nous sommes arrivés au lieu où tout va se dérouler et que nous entrons dans la phase où tout va vraiment commencer. Nous arrivons à la dernière partie de divulgachage, comme on dit en bon français, de cette vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, rendez-vous à ce moment-là de la vidéo pour rester vierge de toute information divulgachante. Il y a également une bonne utilisation du foreshadowing tout du long du film, comme ce moment où nos personnages traversent le pont et que ce dernier semble en bien piteux état, élément qui aura son importance pour la suite. De même avec le feu de cheminée qui est tout du long alimenté par les protagonistes et qui servira pour détruire le livre des morts. On nous présente aussi rapidement et sans passer 5 minutes dessus le fusil et la dague qui auront eux aussi une importance capitale pour la fin du film. Et bien sûr il ne faut pas oublier le collier de Linda qui va servir à hache pour pouvoir détruire le livre. Les événements qui se déroulent sont aussi bien amenés et pas construits au hasard. Par exemple, la première victime du démon est cette pauvre Cheryl. Cheryl qui n'a rien fait pour mériter cela, il en va sans dire. Cependant, c'est le seul personnage qui n'est pas venu à la cabane en couple et qui reste souvent dans son coin. Le démon l'attaque en premier car elle est le personnage le plus vulnérable. Elle est seule, comme livrée à elle-même. Contrairement aux autres personnages qui sont toujours minimum à 2. Ce qui est extrêmement bien retranscrit durant cette scène où chaque couple se retrouve dans une chambre et Cheryl est évidemment seule. Et pour terminer, j'en avais déjà parlé précédemment, mais le fait que les ennemis soient les amis des protagonistes est juste un concept génial, qui est parfaitement exploité dans le film. Evil Dead est une œuvre qui s'apprécie encore plus avec le temps. Plus vous le verrez, plus vous découvrirez des détails cachés et plus vous l'apprécierez. Sans compter que le film a un charme certain qui se bonifie avec le temps. On est vraiment très loin des œuvres fast-food qui sont faites en toute vitesse pour vite être consommées et vite oubliées. Alors que Evil Dead, contrairement à ces films-là, vous hantera pendant longtemps. Très longtemps. Un film qui, je vous le rappelle, a été réalisé par des amateurs qui ne travaillaient même pas dans le milieu professionnel du cinéma, qui étaient encore des étudiants quelques semaines avant le tournage, qui avaient en moyenne une 20aine d'années et qui avaient un budget ridicule pour une production cinématographique. Se dire qu'un tel monument du cinéma soit sorti dans de telles conditions, c'est juste inouï. Alors qu'aujourd'hui, on a des films faits par des professionnels qui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars et qui n'arrivent même pas à sa cheville alors que c'est un film amateur. Un film amateur qui a révolutionné le genre et qui restera dans l'histoire du cinéma à tout jamais. Oui, Evil Dead est un vieux film. Oui, on remarque surtout aujourd'hui avec nos versions Blu-ray et 4K que les maquillages font faux et le grain de l'image est très appuyé, ce qui pourrait en déranger certains. Mais comme on a pu le voir dans cette vidéo, ne pas voir le film pour ces raisons serait un crime. Evil Dead, c'est la quintessence même de ce qu'est la magie du cinéma. C'est un film qui a réussi avec des bouts de ficelle, donc avec rien, à vous plonger dans une histoire et à vous y faire croire sans jamais vous lâcher. Rien que pour cela, Evil Dead est un film de pur cinéma qui revient aux origines du cinéma et qui nous montre qu'avec rien, on peut tout faire. Ce qui compte, c'est la créativité. La créativité de faire croire qu'un personnage est possédé seulement avec de lentilles blanches et un peu de maquillage. La créativité de penser ton entité démoniaque seulement avec une vue subjective, pour ne pas avoir besoin de la montrer tout en appuyant sa menace et de la plonger totalement dans l'action quand elle va poursuivre nos personnages. La créativité pour créer une histoire et la mettre en image avec la mise en scène adéquate. Pour tout cela et pour tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, Evil Dead, c'est une ode au cinéma à lui tout seul. C'est un film qui, malgré son âge, fait toujours autant d'effets. Et ça, c'est la marque des grands films, des chefs-d'œuvre intemporels. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne en mettant votre meilleur pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez également laisser un commentaire pour que l'on puisse discuter tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!
fais-tu là, démon ? Ça t'apprendra à venir déranger l'aventurier du cinéma.